Alors nous sommes toujours dans le site docteurangélique.free.fr qui est consacré à la traduction et à la publication des œuvres de saint Thomas d'Aquin. Et dans cette introduction philosophique à l'école, du père Marie-Dominique Philippe, en métaphysique, je voudrais aborder maintenant la question du principe de causalité finale. C'est un principe que le père Marie-Dominique Philippe a beaucoup développé, qui est extrêmement fin à comprendre, beaucoup plus fin à comprendre que celui qu'on connaît habituellement et qui sert dans les inductions, à savoir le principe de causalité efficiente. Et donc pour mieux comprendre ce principe de causalité finale qui se situe au niveau de l'être, eh bien, je vais rappeler un petit peu ce que c'est que ce principe de causalité efficiente. Lorsqu'on voit un être concret, par exemple un enfant qui arrive dans une classe, immédiatement, et sans même se poser la question, c'est une évidence, on sait qu'il a une cause efficiente. Ça veut dire qu'il vient de quelqu'un. On sait même dire, absolument, de manière absolue en 2011, qu'il a forcément un père et une mère, au moins au point de vue corporel, génétique. Parce que, à cette époque-là où je parle, on n'a certainement pas encore pratiqué des clonages à partir d'ovules qui pourraient donner des êtres humains qui n'auraient pas de père. Mais même si, dans quelques années, on pratique cette chose-là qui me semble évidemment du point de vue moral absolument contestable, parce qu'il faut penser aux enfants qui ont besoin de leur père et de leur mère, eh bien, de toute façon, on pourra dire qu'un enfant, il a une cause efficiente. Ça peut être une éprouvette, ça peut être un utérus artificiel, ça peut être toutes sortes de techniques, mais il ne peut pas apparaître comme ça, sui generis, à partir de rien, brutalement. Et puis même s'il apparaissait à partir de rien, imaginons que la génération humaine n'existe pas. De toute façon, n'ayant jamais constaté autre chose, n'ayant jamais constaté que le néant, le non-être, produit de l'être, puisque par définition le néant c'est l'absence de cause, on inférerait une cause mystérieuse, un créateur caché, ou n'importe quoi de ce type-là. Mais effectivement, les êtres concrets ont tous une cause. C'est aussi le cas pour tous les effets que l'on constate. C'est d'ailleurs, ce principe de causalité efficiente, quelque chose qui sert perpétuellement au niveau de la police. Quand la police tombe sur un crime, immédiatement, elle va se demander quelle est la cause de ce crime. Si elle peut trouver des coupables, elle essaiera de tout faire pour les trouver. L'induction se fait naturellement. Une personne, par exemple, qui se serait tirée de loin 3 balles, donc à 10 mètres de distance, et qui serait par terre et que l'arme n'est pas là, facilement, on remontera à la cause en disant il y a eu assassinat. C'est très clair. Il y a eu crime en tout cas. Quelle est l'intention de l'auteur qui l'a fait? Est-ce que c'est un crime passionnel? Est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est à décider par la recherche de la causalité. Si un policier commençait à dire « cette personne est là, il n'y a pas de cause, c'est comme ça, c'est tout », eh bien, il ne peut pas rester dans la police. Il serait absolument en dehors de son métier. Donc la causalité efficiente est une évidence. Elle se situe à tous les niveaux. On la trouve sans arrêt pour tout. Et cependant, alors qu'elle se situe à tous les niveaux, on ne l'a pas étudiée en métaphysique. Pourquoi? Parce qu'elle aborde l'origine des êtres concrets. Et donc elle ne se situe pas au niveau d'une analyse de l'être en tant qu'il est. Elle sort du regard épistémologique sur l'être en tant qu'il est pour s'attacher plutôt à l'origine concrète de tel être particulier. Et donc, elle sera étudiée dans toutes les disciplines de la philosophie, depuis l'éthique, la politique, la physique, la philosophie du vivant, la philosophie de l'art, etc. L'étude de l'être en tant qu'être regarde l'être posé dans son être maintenant, et non pas son origine, ce qui n'empêche que c'est une question légitime de la philosophie dans d'autres matières. Alors on pourrait objecter à ça, mais puisque je viens de dire que tous les étangs concrets que je constate ont tous une cause efficiente, mais aussi tous les effets qui ne sont pas forcément des étangs,
Mais par exemple, le fait que je donne un cours de philosophie à partir du père Marie-Dominique Philippe, c'est certainement parce que je l'ai eu comme maître. Donc il y a une causalité, on peut y remonter. Donc si tout, dans le domaine de ce qu'on constate, a une cause efficiente, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même généralisation qu'on a fait pour la cause finale et dire qu'elle touche l'être en tant qu'être? Bien en réalité non, parce que dans la démarche philosophique, par exemple en sagesse, on est contraint de remonter à un être qui n'a pas de cause efficiente. Je rappelle la démarche, elle consiste à constater que le monde, dans toutes les parties qu'on connaît, ne peut pas exister par lui-même, puisque toutes ces parties, sans exception, sont corruptibles et sont soumises à une loi de dispersion. Si ce monde existait depuis toujours, avec ces lois de dispersion, il serait usé, depuis toujours, dispersé. Or, on constate que ce n'est pas le cas, qu'il y a une énergie en activité actuellement. Et donc ce monde, tel qu'on le connaît, il a une origine qu'on calcule à environ 15 milliards d'années. Maintenant, si on cherche la cause efficiente de ce monde, et c'est une démarche philosophique légitime, eh bien on pourra poser deux hypothèses. Soit le néant l'a créé, soit un être premier l'a créé. Le néant l'a créé, c'est une hypothèse qui consiste à dire qu'il n'aurait pas de cause, que ce serait la seule réalité qui n'a pas de cause en elle-même, puisque le néant n'est pas une cause, c'est l'absence d'être. Alors je passe rapidement sur l'hypothèse d'un monde éternel et cyclique, puisque on peut démontrer facilement que ce n'est pas possible dans un monde qui s'use, il perdrait à chaque fois de l'énergie, il serait déjà usé. Par contre, si je pose un être premier intelligent, qui est la cause de cet être-là, est-ce que cet être premier a une cause? S'il a une cause, il faut un être premier qui soit lui aussi intelligent. Mais si cet être premier a une cause, qu'est-ce qui le cause, etc. Et je remonterai sans arrêt dans l'absurde, parce que, finalement, au bout du compte, je serais obligé de poser un être qui soit acte pur, qui n'ait jamais commencé d'exister, sans quoi ce serait finalement le néant lui-même qui aurait créé l'être premier. Et c'est encore plus absurde que de dire que le néant a créé le Big Bang directement. Donc s'il y a un être qui n'a pas de cause, qui a toujours été, alors on le voit, au niveau de l'être en tant qu'être, on ne peut pas se poser la question de la cause efficiente. Sans quoi, on s'obligerait à affirmer par une erreur de logique qu'il ne peut pas exister d'être qui n'a pas de cause. Et dans ce cas-là, on se contraindrait à ne plus pouvoir expliquer l'existence de ce monde corruptible. À partir de l'étude métaphysique, au contraire, on constate que tous les êtres ont pour finalité immanente d'être en acte, de s'accomplir selon toute leur potentialité. Et ça se situe au niveau de tous les êtres et aussi au niveau de l'être premier, qui ne peut pas être une chose flasque et molle, sans finalité. Bien sûr, puisqu'on pose que l'être premier est absolument parfait, puisqu'il est éternel, donc il se suffit à lui-même. S'il avait besoin d'une finalité, une énergeia extérieure à lui-même, alors il aurait créé pour s'occuper, et il serait déjà mort depuis toujours, parce qu'un être comme ça limité ne peut pas tenir éternellement, il perd de l'énergie, il s'use. Donc il est forcément acte pur, cet être premier, mais sa finalité est forcément lui-même. Ça veut dire qu'il trouve, puisqu'il est une personne, puisqu'il a une activité intellectuelle, intelligente, il trouve sa finalité dans le seul objet qui lui correspond, à savoir lui-même. Ce qui ne veut pas dire que c'est de l'égoïsme, parce que justement, il ne peut pas avoir de limite, et donc se replier sur lui en se finalisant par lui-même. Le principe de causalité finale, on l'utilise aussi naturellement, évidemment, dans certaines circonstances, et pourtant il est beaucoup plus contemplatif que le principe de causalité efficiente qui, lui, est une évidence efficiente, justement. Le principe de causalité finale, il se formulerait comme ça: tout être en puissance est finalisé par être en acte.
tout être imparfait est finalisé par être parfait. Alors, je l'ai formulé de manière abstraite, parce que, tel que formulé, il s'applique justement à l'être en tant qu'être, et donc à tous les êtres qui concrètement existent et qu'on trouve dans l'expérience. Alors, il suffit de le décliner par quelques exemples pris dans l'expérience pour se rendre compte à quel point il emplit notre vie, à quel point il est finalement concret. Là où il apparaît en premier, c'est évidemment dans l'ordre de l'activité vitale spirituelle. Par exemple, on dira que tout amour, toute capacité d'aimer est ordonnée au bien. Cependant, attention, qu'est-ce qui actue la capacité d'aimer? Est-ce que c'est le bien ou est-ce que c'est justement l'amour? Si jamais un être concret dit que la finalité de sa faculté d'aimer, c'est d'aimer, alors il élabore une morale du bonheur, du bien-être. Et en fait, il se centre effectivement sur un acte, ce qu'on appelle une entéléchie, une faculté vitale en acte, et sur le plaisir d'aimer. Et c'est malheureusement le lot de beaucoup de personnes. Mais si on comprend que l'amour lui-même trouve son énergeia, sa finalité dans le bien, alors on va élaborer une éthique du bien. Et c'est tout à fait différent d'une éthique du bonheur. L'éthique du bonheur, elle est subjective, donc elle n'atteint pas sa finalité parfaite. L'éthique du bien, elle est centrée sur la réalité aimée, l'ami par exemple, l'épouse, les enfants, la famille, etc. Quitte à s'oublier soi-même et donc, en conséquence, à s'actuer parfaitement, à trouver sa finalité et donc, en conséquence, par surcroît, à trouver le bonheur. Cette distinction-là, dans la finalité de l'amour, se retrouve aussi dans la vie animale. Sauf que les animaux, eux, leur instinct détermine leur finalisation. Je veux dire par là qu'il ne vient pas à l'idée d'un animal sauvage de se finaliser par le plaisir qu'il éprouve dans le bien. Par exemple, si son bien c'est de vivre avec le groupe ou la reproduction, eh bien naturellement sa finalité c'est la survie du groupe ou la survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'on ne verra pas un chien dans la nature finaliser son activité par le plaisir pour le plaisir. Le plaisir lui-même trouve une finalité, soit dans l'harmonie du groupe, c'est ce qu'on voit chez les bonobos, où l'acte sexuel est une sorte de langage de pacification des relations du groupe qui évite les combats, soit dans l'avenue du petit, donc dans la reproduction. C'est ce qu'on voit par exemple chez les animaux. Le chien pratique l'acte sexuel quand une femelle est en chaleur et donc est prête à recevoir une fécondation en vue, comment dirais-je, de l'avenue du petit. Par contre, évidemment, un animal dressé peut être éloigné de sa nature. Et on a vu des chiens qui étaient dressés à faire des choses complètement contre nature. Ça, c'est tout à fait possible. Alors si on regarde l'amour, entre parenthèses, entre guillemets, de manière analogique au niveau des corps physiques, eh bien, on observe le mouvement en physique, par exemple des étoiles dans leur galaxie. Mais si on regarde la galaxie de haut, on constate que ce mouvement, il s'explique, il prend son intelligibilité dans une finalité. Et la finalité, c'est le cœur de la galaxie qui semble être un lieu qui attire tout le reste de la galaxie, un peu comme un siphon où l'eau tourbillonnerait pour aller s'enfoncer dans le siphon. Si bien que pour avoir une intelligibilité d'une galaxie et de son mouvement, qui lui est magnifique, puisque c'est un tourbillon de lumière, il faut en comprendre l'énergeia, la finalité ultime qui se produira un jour ou l'autre quand la dernière étoile éteinte rejoindra son lieu, à savoir ce qui l'attire par gravitation, le trou noir. Alors de même, le principe de causalité finale, il s'applique au niveau de l'intelligence. Est-ce que l'intelligence est finalisée par l'idée qu'elle se donne du réel quand elle est en science ou en philosophie? Donc cette connaissance, ce concept, est-ce que c'est la finalité ultime? Si c'est le cas,
ben on tombe dans le même travers que j'avais décrit pour l'amour. Ça veut dire qu'on se finalise par quelque chose qui n'est pas la perfection ultime. Et on se met à se tourner dans sa tête sur une idée magnifique, cohérente, logique, qu'on aime pour elle-même. Mais on peut dire que dans ce cas-là, l'intelligence n'atteint pas sa finalité. Et c'est malheureusement souvent le cas de la philosophie actuelle telle qu'elle est enseignée. Ça veut dire qu'on donne aux étudiants des séries de systèmes cohérents, logiques, on leur apprend Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, etc. Mais sans jamais développer en eux l'habitus, l'instinct intellectuel de confronter ces systèmes au seul maître qui est finalement intéressant, la réalité. Donc de ne garder dans ce système-là que ce qui est conforme à la réalité, ce qui en rend compte. Et puis de critiquer ce qui est une pure idéologie qui tourne dans la tête et dans la logique de celui qui l'a pensé. Eh bien on peut dire qu'en agissant comme cela, on crée des intelligences frustrées. Ou alors, si elles se complaisent dans ce système philosophique, et malheureusement parfois il y a cooptation, ça veut dire que le professeur qui a aimé fonctionner dans ces systèmes en vase clos fait nommer le professeur qui aura le même système. Et donc on crée une frustration, ça veut dire qu'au lieu de plonger des intelligences natives dans une soif de connaissance du réel, comme on le voit par exemple dans les facultés de sciences pures, qui là vraiment sont centrées sur le réel, mais qui ont d'autres défauts. Souvent, c'est parce qu'elles se contentent de faire étudier un aspect tellement petit du réel que l'étudiant n'arrive pas à voir la totalité de l'ensemble. Et souvent, il peut tourner en rond sur quelque chose de futile, une petite patte, l'étude d'une substance matérielle, enfin d'un petit brin d'ADN pendant des années, ce qui n'est pas très épanouissant. Parce que l'intelligence, elle est potentiellement ordonnée au réel tout entier, à la vérité tout entière. On pourrait dire d'ailleurs que les scientifiques actuels qui ont tendance à ne plus faire leurs humanités, c'est-à-dire à ne pas être forcés jusqu'en fin de terminale à étudier autre chose que de la science, donc à garder par exemple en terminale de l'histoire, vraiment, jusqu'au bout, et éventuellement dans les premières années de faculté, eh bien ça peut donner parfois des ingénieurs ou des scientifiques qui sont complètement dans leur domaine et qui n'ont pas d'autre ouverture. Si bien que c'est pénible, parce que quand on discute avec eux, n'existe que ce qui se produit universellement, donc ce qui est science dure. Et tous les autres domaines plus fragiles, comme la psychologie, domaine que les femmes aiment beaucoup développer, parce que les femmes sont proches de la personne, eh bien pour eux, il y a un certain mépris. Donc on peut dire que ces êtres-là, ces intelligences-là, n'ont pas développé toute leur potentialité, mais elles ont été centrées sur un domaine particulier du vrai, un domaine réel, très épanouissant en lui-même, à condition qu'il ne soit pas un piège. Donc on voit, j'ai décrit déjà deux pièges, le piège de l'idéologie en philosophie, le piège de se restreindre à une discipline particulière, dans le domaine réaliste de la science et de la philosophie. Mais il y a bien d'autres pièges. Le piège, par exemple, de refuser la question de la sagesse, comme c'est de plus en plus le cas dans les études de philosophie. Ça veut dire qu'en fait, on réduit la philosophie à 6 parties de la philosophie. Donc l'étude de l'être, éventuellement, et encore elle est très critiquée depuis certains philosophes, de la physique, du vivant, de l'éthique, de l'art, de la politique. Tout ça avec un regard critique. Mais on se refuse à se poser la question de la sagesse, à savoir d'où est-ce qu'on vient radicalement, parce que ce serait, paraît-il, uniquement une question du domaine privé. Et là, je dis qu'il y a une confusion. Ce qui peut être déclaré du domaine privé, ce sont les opinions sur telle et telle révélation. Est-ce qu'on adhère à telle révélation qu'on croit vraie? Mais par contre, la question fondamentale de savoir d'où on vient, c'est une question de l'homme. C'est une question qui se pose depuis le début de l'humanité, depuis que l'homme est homme. Et donc frustrer complètement les intelligences de la possibilité même de se poser cette question-là, eh bien, ça provoque une frustration profonde de l'âme, une angoisse métaphysique, pour le coup, parce que l'intelligence n'atteint pas son objet ultime,
qui est le plus important, la science des sciences qui donne sens à tout le reste de ce qui se passe sur Terre, quelle que soit la réponse qu'on donne à cette question. Alors, au niveau de l'activité artistique, le principe de causalité finale, lui aussi, il est source de toute l'intelligibilité de l'activité de l'artiste. Quand on voit un artiste qui travaille, on peut dire qu'il est encore dans la potentialité. Et si on veut comprendre son comportement, sa recherche de telle matière, de tels moyens, de tels outils, etc., eh bien, il ne faut pas simplement découvrir son idéa, c'est-à-dire son projet. Il faut aussi voir l'œuvre accomplie. On peut dire que dans l'activité artistique, ce qui est particulier, c'est que le projet, l'idéa qui est sorti de son inspiration, est une energeia, mais elle n'est pas à elle seule energeia parce qu'elle porte en elle comme energeia, c'est-à-dire comme finalité, l'œuvre réalisée. Ça veut dire qu'un artiste qui resterait simplement dans des projets et qui jamais ne passerait à l'acte, en réalité n'est pas un artiste. C'est plutôt un homme qui rêve. L'artiste porte en lui la réalisation de l'œuvre et c'est valable aussi pour l'activité utilitaire. Si on arrive sur un chantier et qu'on voit des hommes qui savent faire autour de quelque chose d'énorme, qui fondent quelque chose dans une fonderie, qui rivettent ensemble des plaques d'acier, etc., eh bien, on ne comprendra leur activité que si on comprend le projet, donc la finalité, et si on le voit. Et s'il s'agit ici de construire, par exemple, un paquebot, eh bien, certes, le plan donnera l'explication de tout leur travail, de manière très forte, mais c'est le paquebot terminé qui donnera de manière ultime la compréhension de leur travail. Et tout leur travail, au-delà de cette compréhension, il est finalisé par un principe de causalité finale, aboutir à l'œuvre. Donc on le voit là, c'est très net, le principe de causalité finale, aussi bien en éthique qu'en philosophie de l'art, il est comme un aimant qui attire toute l'activité. Il a une véritable efficacité. L'efficacité ne vient pas seulement du principe de causalité efficiente. Les hommes qui travaillent à leur chantier sont efficients. Ils produisent des pièces qui vont servir pour le paquebot. Mais la véritable efficience, celle qui motive toute l'œuvre et l'unifie, c'est la finalité. Donc, le principe de causalité finale est beaucoup plus efficace et je dirais même donne l'efficience au principe de causalité efficiente. De même que, dans l'amour d'amitié, c'est la personne aimée qui est source de toute l'efficacité en vue de conquérir son cœur. Donc c'est l'amour ordonné à la personne en question qui est le bien qui provoque l'amour, qui unifie la compréhension totale de l'activité éthique. Pour ce qui est de l'activité politique maintenant, l'activité politique, elle est spéciale en ce sens qu'elle use à la fois d'activité artistique, à la fois d'activité éthique, et qu'elle a un nouveau principe qui l'unifie, qui s'appelle le bien commun à la communauté en question. Eh bien, je pense que je peux faire dans l'activité politique le même constat. Ce qui tient une communauté unie, c'est quand elle a une finalité, un bien commun, qui véritablement porte la totalité des individus. Et si le bien commun se dégrade, eh bien la communauté se disperse. Seulement, il reste à définir ce que c'est que ce bien commun. Et là, c'est intéressant d'étudier ce qu'avait voulu penser Marx. Et donc le communisme appliqué à la suite de la pensée de Marx, par exemple en URSS. Pour le système communiste de l'URSS, le bien commun, c'est le travail partagé entre tous qui produit et qui permet à tous de vivre, d'obtenir un salaire modéré, mais un salaire égal et respectable. Et pour cette pensée communiste, ce qui dégrade l'unité de la communauté, c'est quand un capitaliste ou des capitalistes s'accaparent ces biens de production, qu'ils se gardent la richesse. Eh bien, on le voit,
ce système, la finalité qu'ils avaient analysée de manière scientifique dans ce système, n'a pas marché. En fait, il a produit une dégradation de leur communauté et aussi de leur efficacité dans le travail. Ça veut dire que les ouvriers ne venaient pas forcément au travail. Ou alors quand ils étaient au travail, ils passaient beaucoup de temps à prendre le thé, à discuter. On m'avait raconté l'histoire d'un syndicaliste CGT français qui était allé visiter l'Union soviétique à cette époque-là, qui avait été super bien reçu dans une usine, mais qui se demandait à la fin, mais quand est-ce qu'il travaille? Pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas? C'est parce que, en fait, le salaire va tomber, de toute façon. Et puis surtout, je crois, parce que la finalité qui a été donnée par le Parti communiste n'est pas une finalité naturelle. Ils se sont trompés de finalité. C'est-à-dire que les gens ne travaillent pas pour la collectivité. Par contre, cette finalité-là, elle marche tout à fait dans le cadre d'une fourmilière. Les fourmis, par instinct, sont programmées pour ne pas compter comme individus, mais pour travailler pour le bien commun de la fourmilière. Et il y a un ordre particulier commandé par des phéromones qui fait que chacun est à sa place, mais qu'il n'y a pas de liberté d'entreprendre. Donc je pense que l'erreur fondamentale du marxisme, c'est d'avoir confondu la finalité qui marche pour une fourmilière avec la finalité humaine. Donc quelle peut être, en s'appuyant sur ce principe de causalité finale, la finalité d'une communauté qui tourne, qui est efficace? Donc qu'est-ce qui motive un ouvrier à se rendre au travail le matin, courageusement, à en revenir le soir? Qu'est-ce qui unifie une société comme ça? Eh bien je pense que c'est la famille. Ça veut dire que concrètement, les ouvriers travaillent avec zèle, subissent l'esclavage de ce travail qui parfois est pénible, parce qu'ils nourrissent leur famille, parce qu'ils essayent de faire progresser leurs enfants, de faire qu'ils ne manquent de rien. Et leur fierté, leur honneur, c'est ça. Là, ils se dévoueront. Mais à condition aussi que leur travail, quand ils s'y donnent, produise davantage de salaire, davantage d'efficacité. Sinon, si quelle que soit l'intensité qu'ils mettent au travail, ils ont le même salaire, ben, le moyen n'étant pas efficace pour la fin, ils n'ont plus la motivation. Je dirais que cette finalité, on l'a aussi rencontrée pendant les grandes guerres, comme la guerre 14. On avait beau dire aux soldats la patrie, la France, etc. Le soldat, concrètement, il se battait pour protéger sa famille, son mode de vie, sa terre, qui était quelque part restée en arrière. Et il avait la motivation de se battre, de résister aux Allemands pour qu'ils ne passent pas, en pensant à cette famille. Les grandes histoires de patriotisme, etc., dans les tranchées, elles tombaient vite. De même pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats allemands, quand ils tombaient à un moment donné sur les idéologues nazis, ils n'en avaient rien à faire. Ce qui comptait pour eux, c'était le groupe, les camarades. Il fallait vraiment se battre pour sauver leur vie. Et puis, ultimement, le fait de retrouver leur famille. Donc on peut dire que le bien commun, ce n'était pas ultimement la patrie allemande, la culture allemande, la race allemande, mais naturellement, pour tous les hommes de toutes les nations, de tous les pays, c'est sa propre famille. Alors certes, il peut y avoir des finalités dégradées. Il y a des hommes qui se finalisent par la gloire, par le fait de paraître dans les médias, etc. Mais au niveau d'un bien commun, d'une société entière, on ne peut pas changer ça. Ce qui motive l'activité économique et l'activité entière, c'est que chaque personne individuelle travaille pour ce qu'il aime. Ordonner à la famille et à ceux qu'il aime comme causalité finale, alors on peut dire que même les égoïsmes les plus profonds, comme par exemple le fait qu'on travaille d'abord pour les siens, peuvent devenir une énergie fantastique qui peut être modérée par l'État, par des impôts au niveau des gains, au service du bien commun. Un bien commun qui, lui, est beaucoup moins finalisant, mais qui est simplement le bien-être, le fait qu'il n'y ait pas de misère, qu'il n'y ait pas d'émeute de la faim, etc. L'essentiel, c'est que ce bien commun que les hommes politiques gèrent, il ne faut pas oublier que ce qui le motive et le finalise, c'est le bien commun personnel de chaque personne humaine, à savoir ceux qu'il aime, donc sa famille, ses amis, etc.
Alors je pourrais passer en revue d'autres activités, mais il me reste, puisque chacun peut le faire soi-même, hein, il me reste tout de même à voir une dernière modalité de l'acte, celle qui était fondamentale, et à regarder, à constater si jamais le principe de causalité s'applique à elle. Il s'agit donc de l'essence, c'est-à-dire une nature abstraite qui n'existe pas et qui est ordonnée à exister, qui est finalisée par l'existence, puisque concrètement, l'essence n'existe que dans un être concret. Donc comme je l'avais dit, cette modalité-là, elle ne peut pas être découverte simplement en métaphysique. C'est plutôt la métaphysique quand elle se penche sur la sagesse, justement. C'est-à-dire sur la théologie naturelle qui découvre par la raison, naturelle, ça veut dire qu'elle se sert de la raison seule et non pas de la révélation, qui découvre l'être premier. Et là, elle peut arriver à comprendre que effectivement, dans l'être premier, il y a forcément un projet, une sorte d'idéa artistique. Et il a donné d'être à des réalités. Donc il y a en Dieu des essences. Il ne faut pas les imaginer comme des essences existant en soi. Disons plutôt que Dieu, dans sa simplicité, acte pur, porte, identique à son être, toutes les potentialités qui pourraient exister. Eh bien, est-ce qu'on peut dire que ces essences sont ordonnées à exister? Donc que là, je dirais, tout ce qui est possible, tout être possible, est ordonné à être en acte. Donc c'est une question qui, on le sent, commence à dépasser un petit peu le philosophe, parce que quand il y réfléchit bien, Dieu ne pouvant pas avoir de limite, on doit pouvoir dire en philosophie qu'il porte en lui tous les possibles à l'infini. Tout ce qui existe effectivement actuellement lui est présent de toute éternité, parce que son éternité n'est pas un temps qui défile, c'est un présent qui comprend tous les temps. Forcément, il est acte pur. S'il n'est pas dans cette perfection-là, il serait déjà usé, toujours le même raisonnement. Cependant, est-ce que ça veut dire qu'un jour tous les possibles existeront? La réponse, me semble-t-il, est non. Et il suffit de se pencher sur le concret pour le comprendre. Quand on réfléchit à toutes les potentialités qu'il y a dans un couple de faire exister des enfants. Une femme dans sa vie, si elle a, je ne sais pas moi, s'il a une grossesse par an, peut avoir de nombreux enfants. Mais ce n'est pas tellement ça le problème. Chaque enfant a son individuation par le spermatozoïde qui est arrivé en premier. Et donc, tous les autres, ceux qui ne sont pas arrivés en premier, ils disparaissent. Et donc, potentiellement, il y a là, dans l'acte de donner la vie, une potentialité immense qui ne se reproduira jamais parce que l'ADN de chaque être humain, de chaque femme, de chaque homme est unique. Et l'ADN aussi de chaque spermatozoïde est unique. Donc, en conséquence, je crois qu'on peut dire que tous les possibles ne sont pas ordonnés à exister, que c'est impossible, parce qu'à ce moment-là, il faudrait que l'infini soit atteint en acte. Or, seul Dieu, dans sa connaissance, peut porter les infinis, parce que lui, sa nature n'est pas limitée. Tandis que le monde créé, aussi bien dans sa quantité continue, donc sa grandeur, ne peut pas être infini. Il n'y a pas de corps infini en taille. Et en dehors du Big Bang, à 15 milliards d'années-lumière d'ici, c'est le néant. Il y a peut-être d'autres Big Bang ailleurs, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, là où il n'y a pas de matière, il n'y a rien, c'est le néant. Je pense que les possibles sont ordonnés à exister, certainement, mais que Dieu gère cela avec sagesse, avec nombre. Ça veut dire que lui, il donnera l'être au nombre qui correspond à sa sagesse. Peut-être que ce nombre ne cessera de grandir perpétuellement au fur et à mesure que le temps passera. Et peut-être qu'il y aura, comment dirais-je, un travail, une collaboration dans l'autre monde. Des personnes qui sont passées sur Terre
avec Dieu pour aider ceux qui seront créés à ce moment-là. Ça, je peux dire que le philosophe ne peut rien en dire, il ne peut que supputer, parce qu'il constate que sa propre intelligence, elle est ordonnée à ne jamais cesser d'exister. En tout cas, elle en a le désir. Donc on le voit, cette dernière modalité de l'acte, elle bute face au mystère. Elle bute en théologie naturelle face à quelque chose que le philosophe n'arrive pas à expliquer, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé Dieu à créer. Donc il pourra dire que c'est forcément gratuit puisque ça ne lui apporte rien. Cependant, il y a forcément des raisons qui lui font créer tel que le monde est. Créé, à savoir sur une terre où il n'apparaît que par ses effets. Alors que l'intelligence humaine, dans son désir profond, aimerait bien en connaître face à face la cause, à savoir voir le Créateur tel qu'il est. C'est une velléité, certainement, mais en tout cas, ce désir est là. Donc, le philosophe est bloqué, la théologie naturelle ne peut pas aller jusqu'au bout, et on peut dire que la philosophie, au niveau de la sagesse, elle est une ouverture à plus, un appel à ce que cet être premier s'explique un jour. Alors, je voudrais terminer cette leçon sur le principe de causalité finale en indiquant à ceux qui font de la psychologie à quel point ce principe peut être utile. Si on prend le cas concret d'une personne qui se suicide, eh bien on doit toujours avoir le réflexe de se dire que cet acte-là, qui en lui-même semble destructeur, on dirait que la personne s'est voulu du mal, elle s'est fait du mal. Donc, qu'elle n'avait pas une finalité qui pouvait l'actuer, parce que le mal, c'est une privation de bien. Eh bien, en fait, si le psychologue analyse comme cela le suicide, il n'atteindra pas l'intention de la personne qui l'a fait, parce que, et c'est impossible autrement, il n'y a pas d'acte humain qui ne soit finalisé, qui ne soit actué par la recherche d'un bien. Le principe de causalité finale est premier. C'est lui qui actue tous les comportements humains. Alors, qu'est-ce que ça peut être que le bien de quelqu'un qui se suicide? Ben, simplement, le fait de ne plus souffrir et donc d'atteindre parfois le néant, si la personne ne croit en rien, pour ne plus avoir ce poids qui lui pèse dans une vie qui lui est devenue insupportable. Et donc, s'il y a fuite de cette souffrance terrestre, c'est qu'il y a aspiration à un bien qui est le bonheur de ne plus être. Alors c'est bizarre comme analyse. Pourtant, là, ça prend sens. On comprend un petit peu plus comment ce comportement peut avoir son unité, attiré par une finalité qui est naturelle, parce que tout homme, sans exception, cherche le bonheur. L'analyse par le bien, comme cause finale ultime qu'explique le comportement humain, peut s'appliquer en psychologie à toutes sortes de cas. Par exemple, l'anorexie mentale. Donc des jeunes filles, souvent très belles, souvent douées, souvent extrêmement sérieuses en classe, et qui, à un moment donné, à l'adolescence, s'écroulent, ne veulent plus manger, ou se font en secret vomir. Alors on se dit, qu'est-ce qui peut expliquer un comportement comme cela, qui parfois mène à la mort? Et donc, instinctivement, on va chercher une finalité d'adolescent, comme par exemple le fait d'imiter les mannequins, qui, elles, sont sveltes. Et donc que la jeune fille pourrait chercher cette finalité en vue d'avoir un jour un petit copain parce qu'elle s'estime pas belle et tout cela. Cependant, cette finalité n'explique que les régimes, elle n'explique pas l'anorexie mentale. Si c'était le cas, à un moment donné, quand elle a atteint son poids de raison et que les garçons qui l'entourent ont dit « mais là tu es belle, ne bouge plus, reste comme tu es » et qu'ils lui ont expliqué leur goût en manière de féminité, on pourrait dire « elle va arrêter ». Or, elle n'arrête jamais. Quand elle est devenue squelettique, à tel point que ça en devient laid, elle continue de pratiquer son anorexie. Donc là, dans une analyse superficielle, on pourrait dire elle cherche le mal, elle cherche à se faire du mal. Et en fait,
si on applique le principe de causalité finale, donc on cherche le bien qu'elle cherche à se faire, alors on risque davantage de trouver quelque chose de radical, qui est lié à son tempérament de base, à son enfance. Par exemple, le fait qu'elle rêve fondamentalement d'une perfection pour faire plaisir à ce qu'elle aime, et qu'elle s'estime indigne de ce qu'elle aime. Et donc qu'elle recherche désespérément cette perfection de manière morbide, alors que finalement, le seul but qu'elle a, c'est qu'elle aurait voulu être digne de l'amour et de la fierté que ses parents mettaient en elle depuis son enfance. Donc ce serait la déviation, par exemple, ça peut être une des causes de cette perfection de petite fille qu'elle était, et qui, n'ayant jamais reçu de fortification, il n'y avait pas besoin d'autorité sur une petite fille parfaite. Eh bien, elle n'a pas pu résister à l'adolescence quand le poids des pensées sombres est arrivé. La même analyse par le principe de causalité finale peut s'appliquer aux adolescents qui pratiquent la scarification. Ça veut dire qu'ils vont mal et à un certain moment, ils se coupent les bras, les jambes. Pas profondément, mais ils le font quand même. Et ça leur fait du bien, disent-ils. En fait, pareil, ce qui finalise le comportement humain, donc une telle douleur physique, qui n'est pas une intense douleur dans le cas en question, quoique quelquefois ils vont profondément, c'est la recherche d'un bien. Et le bien en question, c'est le bonheur. Le bonheur qui n'a pas atteint évidemment son énergeia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un de concret à aimer, mais fondamentalement, ces personnes-là cherchent à être bien. Et donc, il peut arriver que, subissant une souffrance intérieure, à plein de niveaux possibles, qui est extrêmement dure, parce que la souffrance intérieure, qu'elle soit mystique, par exemple, mystique, ça veut dire la vie n'a pas de sens, ça ne sert à rien d'être sur Terre. Qu'elle soit morale, par exemple parce que son petit copain l'a plaqué, l'a trahi, alors qu'il avait fait des promesses. Qu'elle soit psychologique, par exemple à cause d'une éducation qui n'a pas été équilibrée, avec de l'amour et de l'autorité. La jeune fille n'a pas confiance en elle, elle est angoissée pour le futur, elle n'est pas stabilisée dans son présent. Mais quels que soient ces trois niveaux de souffrance d'ordre intérieur, la souffrance physique extérieure est moins douloureuse. Et donc, quelquefois, en se faisant souffrir un petit peu extérieurement, on détourne la pensée de la souffrance intérieure qui est beaucoup plus dure, et donc ça soulage. Et donc, il ne faut pas analyser ça, donc cette scarification, comme étant une recherche de se faire du mal, donc du sadisme, pas du tout. C'est une recherche du bonheur. Donc encore une finalité, un principe de causalité finale qui permet d'expliquer un comportement malsain. Un bonheur non possédé, un malheur subi peut provoquer de tels comportements.